Alors, on va parler de tout cela, on va le faire avec nos invités autour de ce plateau, avec des témoins, avec eh bien, des autistes, avec notamment Valentin. On vous a vu beaucoup dans le documentaire, vous avez 20 ans, vous êtes violoniste au Conservatoire de Dijon, vous avez été diagnostiqué Asperger à l'âge de 15 ans. Oui, alors j'étais violoniste au Conservatoire de Nancy, mais depuis je poursuis des études supérieures de musique. Donc c'est un établissement qui est au-dessus du conservatoire. Pour être précis. Voilà. Mais je suis à Dijon, bon, effectivement. Ça va bien? Vous êtes bien là? Très bien. Vous êtes bien avec nous. Karina Alt, vous êtes mariée, mère de 3 enfants, dont le deuxième, Rodrigue, qui a 13 ans et qui est autiste. Et vous, vous êtes formé vous-même aux techniques éducatives ABA, c'est comme ça qu'on les appelle, pour vous occuper vous-même de votre enfant. Marie-Lucille Calmette, vous avez 4 enfants. Il y a Laure, Antoine, Virginie, Sophie. Et là, c'est Antoine, 22 ans, qui souffre d'autisme. Et là, c'est pas vous-même qui vous êtes formé, c'est carrément une structure entière que vous avez développée. Elle s'appelle la Maison des Oiseaux et elle accueille, je ne sais pas combien de... 24 jeunes adultes autistes. À côté de vous, Vincent Guérard, vous êtes le père de Chloé, qui a 16 ans, qui est autiste elle aussi. Vous êtes aussi un confrère, on se connaît bien, on a bossé pas mal ensemble. Et vous, à force de remuer ciel et terre pour faire en sorte qu'on puisse s'occuper de votre fille, eh bien vous avez fédéré autour de vous toute une série d'associations dans un collectif. Et vous avez aussi d'ailleurs été amené à créer des propres structures pour vous occuper d'elle. En face de vous, le professeur Frédéric Bonnet-Brio, vous êtes du centre hospitalier régional et universitaire de Tours. C'est un centre qui a toujours été en pointe, je crois, sur ces questions de l'autisme. Et vous serez très précieuse pour éclairer ponctuellement eh bien, ce qu'on sait, ce qu'on croit savoir sur l'autisme. Et puis, Marie-Arlette Carlotti, vous êtes ministre déléguée auprès de Marisol Touraine et vous vous occupez des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Et vous nous parlerez du 3e plan autiste qui doit arriver, qu'on attend peut-être pour le début de l'année prochaine. Et Marie-Anne Monchamp, vous êtes secrétaire d'État, ex-secrétaire d'État. Vous étiez aux côtés de Roselyne Bachelot, chargée aussi de ces questions-là. Alors, on va écouter un petit peu, en complément de ce qu'on vient de voir dans le reportage, ce que vous avez peut-être à nous dire. Valentin, vous dites, vous êtes bien à l'aise sur ce plateau, tout va bien. Qu'est-ce qui vous déplairait éventuellement dans nos comportements? Qu'est-ce qui est, je dirais, votre obsession à vous? Ce qui peut me déplaire, ce sont quelques tentatives de manipulation ou quelques tentatives un langage qui n'est pas un langage directif. C'est-à-dire, par exemple, si vous vous mettez à faire du second degré, à poser des questions détournées ou des questions qui disposent d'un autre but que le but initial, que le but de la question, alors je ne vais pas comprendre. C'est-à-dire que je prends tout au pied de la lettre. Donc il faut que je sois très clair avec vous. Ouais, mais pour l'instant, vous l'êtes parfaitement. Pour l'instant, ça va. Vous avez été dépisté très très tard, je disais, vers l'âge de 15 ans, tout à fait. Et à cause ou grâce à votre petit frère? Plutôt grâce. Au départ, c'était à cause, parce que je rejetais en quelque sorte ce diagnostic, et c'est devenu grâce suite au recul que j'ai pu avoir avec le temps. Bon, pourquoi vous dites grâce plutôt aujourd'hui? Parce que ça me permet de comprendre, je dirais, plus des 3/4 des choses et des maladresses qui sont arrivées dans mon enfance. Pendant ces 15 années pendant lesquelles vous ne saviez pas ce dont vous souffriez? Voilà, je ne savais pas, et pour moi c'était presque normal. Ma différence, pour moi, c'était devenu une normalité. Pour moi, c'était normal que le fait que je sois différent dans la société était normal. Quelque part, ça devenait banal, et les agressions des autres vis-à-vis de moi devenaient banales. Donc quelque part, je m'habituais à être complètement à l'écart de la société. Le fait d'avoir pris conscience... Ça veut dire que tout d'un coup, vous avez compris pourquoi, éventuellement, les gens se comportaient pourquoi un tel rejet pendant 15 ans, pourquoi de telles difficultés sociales, pourquoi jamais de soirée entre amis, pourquoi jamais... pourquoi jamais de vie sociale avec ce Pourtant, j'ai lu quelque part que vous disiez aussi que vous l'aviez mal pris au départ, quand on vous a dit que vous étiez autiste. Parce que je ne voulais pas l'accepter, tout simplement. À une époque adolescente, quelque part, j'étais un peu comme les autres, puisque je cherchais à faire comme les autres. Donc je voulais me mettre dans le bain, dans le moule, en quelque sorte. Et par conséquent, je n'ai pas accepté le fait qu'on me mette une différence en plus, une espèce d'étiquette, alors que je cherchais à me faire accepter socialement. C'était vraiment une époque où je cherchais à me faire des amis, tout ça. J'en ai jamais eu avant la fin du lycée. Bon, dans un premier temps, vous l'avez rejeté, et puis après, ça cadrait dans une explication logique de ce qui vous arrivait, si je puis dire. Vos obsessions quand vous étiez enfant, c'était quoi? Parce qu'on dit souvent qu'il y a des obsessions quand on est autiste. On me dit que vous aligniez les petites voitures, là, j'ai fait ça, oui. C'est ça? Tout ce qui traite de l'environnement, de la gestion du territoire, j'étais obsédé par tout ça. Par exemple, j'apprenais par cœur tous les habitants des communes du département sur le calendrier des postes, et je les récitais pour me rassurer dans des situations sociales compliquées, ou même pour moi. Et j'apprenais ça, quelque part, j'alignais toutes les petites voitures, tous les panneaux. J'étais passionné par l'environnement et par tout ce qu'on voyait, tous les panneaux de signalisation, même l'architecture, c'est venu un peu plus tard. Vous dites dans un environnement social compliqué, ça vous rassurait. En quoi ça vous rassurait? Vous récitiez carrément des dons que vous aviez appris pour vous donner une contenance? Pourquoi?
Pour vous raccrocher à quelque chose? C'était une sorte de refuge. C'est pour me raccrocher à quelque chose. Et ça m'aide encore aujourd'hui de connaître toutes ces choses-là, toutes ces choses de l'environnement, puisque ça m'aide à passer un peu au-dessus des gens. Quelque part, quand je prends le métro, il y a beaucoup de personnes, mais ça ne me stresse pas, vu que je connais très bien le métro maintenant. Et pour moi, c'est une sorte de refuge, le fait de connaître, je passe au-dessus de tout ça, finalement. À l'école, c'était comment? C'est très, très compliqué. J'étais toujours l'enfant bizarre de la classe. Toujours rejeté en permanence. Parce que j'étais toujours en décalage et jamais je ne riais avec les autres, jamais je n'étais invité aux anniversaires. Et quelque part, il y a un double enjeu dans ce qui est des difficultés sociales des Asperger, c'est que d'abord, nous ne comprenons pas pourquoi les autres rient de telles plaisanteries, dans quel contexte cela se passe, tout ça. Et d'un autre côté, il y a aussi le fait qu'à l'adolescence, j'ai essayé de m'intégrer et je jouais un rôle quelque part. Je riais quand ça me faisait pas rire, mais pour faire comme les autres. Donc j'étais doublement rejeté. Donc c'est ces deux difficultés, la difficulté de compréhension et la difficulté de faire comme les autres, d'essayer d'agir même si l'on ne comprend pas. Et ça vient après avec le besoin de reconnaissance sociale. Parce que ce qui vous bloque vraiment, c'est une espèce d'incapacité à tomber juste dans le relationnel, si je puis dire. Voilà, c'est exactement. qu'on ne trouve pas le bon ton, qu'on décode pas forcément les mimiques. C'est ça? Et c'est pour ça, oui. Et c'est pour ça, dans les soirées ou lorsqu'il y a beaucoup de monde autour de moi, j'ai beaucoup plus de mal puisque les interactions sont plus nombreuses, les sujets sont plus superficiels, c'est moins directif, alors que quand je suis seul face à une personne, quand je vous parle par exemple, je me sens assez à l'aise, enfin je pense. Bah, moi aussi. Voilà. Non, je plaisante. Non, mais on vous voit comme ça, on vous écoute, on se dit, il est parfaitement normal, si ce n'est qu'il est violoncelliste. Violoniste. Hyper doué, donc c'est plutôt quelqu'un qui est hyper intelligent et qui fait des choses que je ne saurais pas faire moi. Ça dépend des domaines, l'intelligence c'est quelque chose de... c'est assez subjectif. Merci, ça m'aide beaucoup. Mais est-ce qu'on se sent un petit peu comme au-dessus des autres quelquefois? Parce qu'on a des capacités que n'ont pas forcément les autres. Globalement, non, je ne me sens pas au-dessus des autres, puisque j'ai beaucoup plus de difficultés d'insertion dans la société. Je pose beaucoup plus de questions dans la vie de tous les jours que les autres. Il y a beaucoup de choses pratiques simples que je ne sais pas faire correctement, comme peler une pomme, ou c'est des exemples un peu basiques, caricaturaux, mais... Simplement éplucher une pomme. Encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de difficultés pour des choses très simples pour quelqu'un, même qu'un enfant pourrait faire facilement. Professeur, un Asperger, parce que on a toujours, je sais pas, en tête les images de Rainman, etc., de ces gens qui sont capables de prouesses incroyables, retenir des listes de nombres, de chiffres, de numéros, de je sais pas quoi, etc., des plans de ville entiers, sont des gens surdoués d'un point de vue intellectuel. Oui, c'est-à-dire qu'il y a en fait des secteurs du développement où il peut vraiment y avoir un îlot de compétences, on dit avec des domaines d'acquisition là qui vont être largement supérieurs aux personnes ordinaires. Mais comme vous l'avez très bien expliqué, vous connaissez très bien ça et à côté vous avez du mal justement à éplucher une pomme. Et c'est ça qui est aussi très caractéristique justement dans le syndrome d'Asperger, c'est le développement un peu en secteur avec à côté justement des difficultés qui vont être source de handicap social. On le disait dans le reportage, enfin dans le film, qu'il y avait éventuellement pas mal d'Asperger qui s'ignoraient, d'autistes qui s'ignoraient, qui étaient en fait des génies. Il y en a beaucoup qui peuvent être autistes et qui l'ignorent aujourd'hui encore. Oui, alors ça, j'allais dire, c'est la version aussi peut-être plus facile à communiquer. L'autisme, c'est très complexe. Il n'y a pas une seule forme d'autisme. Très souvent, justement, on voit, parce que les personnes sont capables justement de témoigner comme vous, comme on l'a vu aussi dans le reportage. Mais l'autisme, c'est aussi des personnes qui ont parfois un handicap très sévère en termes de communication, un retard aussi associé. Donc je crois qu'il faut... On dit qu'il y a trois domaines, il y a la communication verbale, l'interaction sociale et le comportement. Ce sont les trois domaines qui peuvent être affectés à différents niveaux en fonction de son niveau d'autisme. Tout à fait, avec vraiment des difficultés pour communiquer et interagir, qui sont liées aussi justement à des difficultés à percevoir l'environnement, même au niveau auditif, au niveau visuel, l'environnement n'est pas perçu de la même façon. Et ensuite, la communication via le langage, mais aussi par les gestes, le visage, tout ce que je fais là avec vous pour communiquer, tous ces systèmes très automatiques qui font que nous nous sentons en phase, ne se développent pas justement de façon spontanée, je dirais, dans l'autisme. Et puis l'autre grand champ qui est cet attachement à des intérêts un petit peu autocentrés, où on peut développer aussi des idées un peu fixes et qui sont aussi peu tournées justement vers les autres. Valentin, vous en parliez ou vous en parlez maintenant avec vos parents? Comment on communique là-dessus? Oui, au fil du temps. On va dire que mes parents, je pense qu'ils ont mieux compris que moi mes difficultés, vu qu'ils ont plus d'expérience. Ce sont des gens... Mais comment ils n'ont pas vu au début? Pendant 15 ans, ils n'ont pas vu que vous aviez une différence? Quelque part, si, ça se percevait. Ça se percevait, je pense, en dehors de la maison. Parce que la maison, pour moi, c'était un cadre familial. Et j'étais rassuré, j'avais mes normes, mes règles, mes repères.
telle heure de repas. Et chez moi, c'était assez cadré. Je suis une enfance assez cadrée, donc ça me troublait Ils ont pas du compris tout. simplement qu'ils avaient un enfant qui voulait absolument que les choses soient très précises. On mangeait à Voilà. l'heure fixe, tout devait Exactement. être très organisé. C'est à l'école que ça se passait pas très très bien. Et sur tous mes bulletins, c'est assez typique des personnes Asperger. On a toujours 2 mots qui reviennent, c'est très brillant, mais très immature. Mais votre souffrance Donc, de l'école, vous en parliez avec non, eux ou pas jamais. du tout? Alors j'étais toujours très très renfermé jusqu'à une prise de conscience très récente, d'il y a peut-être 3 ans, pas 4 ans. Donc, Non, je n'en parlais pas. C'est ça le danger, c'est que comme j'en parlais pas et comme les Asperger, moi je fais un peu partie de la catégorie des personnes quelque part qui ne montrent pas leurs émotions. C'est-à-dire que je fige un peu derrière une bulle, derrière un voile. le ressenti, on n'en parle pas. On n'en parle pas, mais c'est quelque part c'est un sujet un peu tabou puisque nous n'affichons pas notre ressenti, mais ça ne veut pas dire qu'on ressent rien quelque part. On ressent beaucoup de choses, mais on ne le montre pas et on n'arrive pas à en parler parce qu'on n'a pas assez de recul. Et c'est très dangereux, c'est avec une prise de conscience du syndrome d'Asperger. Et ça peut vraiment être très dangereux quand les parents ne se rendent pas compte qu'il peut y avoir un malaise derrière, puisque nous n'en parlons pas et on ne voit pas qu'on le ressent. Karina, vous avez 3 enfants. Il y a Yvan qui a 17 ans, il y a Rodrigue qui a 13 ans aujourd'hui et qui est autiste, et il y a Ruby qui a 11 ans. Comment était Rodrigue quand il était petit, et comment est-ce que vous êtes aperçu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas? Rodrigue était un bébé comme tous les autres, sauf qu'il ne dormait pas, qu'il criait tout le temps, et que pendant 4 ans, il criait tout le temps. Et Quand vous dites qu'il ne dormait pas, c'est qu'il ne dormait pas du tout, c'est qu'il ne dormait pas plus de 30 minutes d'affilée. nuit et jour, pendant des années. Et que quand j'ai couru de médecin en médecin, de psychologue, psychiatre, pédiatre, etc., et il n'y a pas de diagnostic. Il n'y a rien, il ne se passe rien, votre bébé est normal. Sauf qu'il n'était pas normal. Beaucoup et il dort pas. Non, il n'était pas normal, il criait, il avait un regard bizarre. C'est un enfer à la maison. C'est un enfer à la maison, ouais. Et quand vous faites suivre votre enfant par un service de soins, ça s'aggrave. Donc effectivement, là, vous commencez à vous dire, là, il y a un problème, il y a un sérieux problème. Quand vous allez voir ces médecins, ces pédopsychiatres, etc., les pédiatres, ils vous disent quoi? Ils vous disent que c'est bon, il faut être patient. Que chaque enfant se développe différemment, que je m'inquiète trop, que c'était mon 2e enfant, hein, donc je sais un peu comment fonctionnent les enfants, c'était pas une première expérience, et en fait on nie complètement vos idées, vos impressions, votre analyse, on l'écarte complètement. Quand vous fait comprendre que vous n'y comprenez rien pour faire ça. C'est ça. Ouais. On vous discrédite, enfin, vos compétences parentales sont complètement... Voir que vous êtes peut-être un petit peu responsable de ce qui se passe. Ah oui, c'est de votre faute, il y a un problème là, madame. Et comment on réagit? Parce que vous êtes anthropologue, hein, vous avez un bagage scientifique, etc. Quand vous avez fini par être déstabilisé par ces insinuations-là? Bien sûr que oui. J'ai pas vu qu'un seul médecin, j'en ai vu 8. Les 8 vous disent la même chose, donc vous commencez à vous dire, il doit y avoir quelque chose dans ma vie qui fait ça, c'est pas possible. Et malgré tout, vous n'arrivez pas à y croire. Mais à force, c'est tellement insidieux, et puis vous êtes fragilisé parce que vous dormez pas, parce que vous avez un enfant qui se développe vraiment bizarrement. Donc vous perdez vos moyens un petit peu d'analyse. C'est quoi les conséquences? On vient de le voir pour vous, mais pour votre couple, pour votre famille, pour les autres enfants? Pour les autres enfants, c'est très très dur. C'est très très dur parce qu'on passe beaucoup de temps à essayer de patcher la vie familiale. De patcher, c'est-à-dire? De patcher, d'essayer d'arranger comme on peut, d'essayer de survivre. Pour le couple, il n'y a pas de couple. Enfin, on a tenu parce qu'on était tous les deux dans la même optique, mais sinon on est au bord de l'implosion. Et les enfants, ils souffrent de ne pas avoir l'attention qu'ils mériteraient parce que toute l'attention est focalisée sur Rodrigue, c'est ça? On leur explique et on leur a tout le temps expliqué. Mais malgré tout, bien sûr qu'ils en souffrent, évidemment qu'ils en souffrent. Parce qu'ils n'ont pas des parents ordinaires, ils ont des parents qui sont focalisés sur la survie. La survie de la famille, la survie de l'enfant, la survie... Et puis avoir un enfant qui souffre toute la journée, c'est terrifiant. J'ai du mal à imaginer ce que ça peut être. C'est pas imaginable. C'est pas imaginable. Et arrive à 6 ans, quand même, le diagnostic, je ne sais pas comment il tombe. Il tombe parce que j'ai forcé toutes les portes possibles et imaginables. Les médecins me disaient non, pas de diagnostic, ça ne sert à rien, n'allez pas dans un centre me faire diagnostiquer, n'allez pas. Et j'y suis allée quand même. Et donc, à 6 ans, on finit par dire, il y a peut-être quand même quelque chose. Et c'est quoi? C'est pareil, c'est quoi? C'est une sorte de soulagement aussi? Parce qu'on se dit qu'enfin, on a peut-être trouvé... C'est ça. Oui, forcément. Là, on sait ce qu'il a. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis là, c'est la deuxième douche froide.
parce qu'on sait ce qu'il faut faire, mais il n'y a personne pour le faire. On ne vous propose rien du tout. On vous dit votre enfant est autiste, autisme sévère, avec retard mental. Au revoir madame. C'est tout. Ah, c'est tout. C'est tout. On vous laisse après dans la nature et débrouillez-vous toute seule. C'est tout. Dans un grand hôpital parisien. Ah ouais. Ouais. Professeur, pourquoi est-ce que c'est si compliqué, là, pendant toutes ces années, de trouver des gens, je dirais, presque qualifiés, qui peuvent poser un diagnostic comme ça? Alors, c'est évidemment une question très, très complexe. Je crois que pendant un moment, il y a eu finalement, la psychiatrie s'est éloignée de la médecine et il y a eu l'émission d'hypothèses fausses. Et je crois que... Ce qu'on appelle l'approche psychiatrique et psychanalytique, on cherchait plutôt une raison dans l'histoire personnelle Oui, voilà. que dans une cause neurologique. Voilà, si tout je à peux fait. faire simple. Voilà. Mais il y a eu un petit peu d'obstination quand même, disons les choses. Ça a duré longtemps, ça a fait prendre du retard à la France, cette histoire-là, non? Au niveau du contexte européen aussi, la France avait une position particulière aussi justement dans l'après-guerre. Et puis le champ des neurosciences, le champ de la recherche n'a pas été du tout investi, c'est vrai, de la même façon. Et il a explosé depuis maintenant 15 ans, si vous voulez, où on sait ce qui se passe dans le développement et dans le fonctionnement cérébral. Bon. Et maintenant, il y a, voilà, il y a sait plus que de... c'est quoi? Que ça vient On sait du que- cerveau, que Oui. c'est avant la fait. naissance. Voilà, que c'est un trouble de ce qu'on appelle la construction cérébrale. On a une architecture cérébrale extrêmement complexe. Quand on se parle, là, vous voyez, il y a 1 milliard d'opérations à la seconde dans votre cerveau, dans le mien. Dans le mien, je suis Qui pas se fait. sûr. Dans le vôtre, j'en suis certain. Mais... C'est pas... Si, qui se fait et qui doit bouger à chaque moment et qui est lié en fait à une architecture cérébrale extrêmement fine, extrêmement précise, qui s'est mise en place dès la phase in Bon, mais utero. chez Valentin, c'est pas tout à fait comme ça. Chez Valentin, cette architecture elle s'est mise en place, mais probablement avec des circuits, si vous voulez, des réseaux qui sont pas tout à fait les mêmes, qui font que justement il va percevoir les Bon. informations et les traiter de Et façon ça, c'est différente. pas parce que ses parents n'ont pas été sympas avec lui. Non. Non. C'est in utero éventuellement. C'est in utero. Alors, il y a, alors là encore, en fonction des formes d'autisme, il y a un poids génétique variable aussi, justement, selon ces formes d'autisme, et puis une interaction avec ce qu'on appelle les facteurs environnementaux, dont on ne connaît pas à l'heure actuelle encore précisément la nature. On a des hypothèses et les recherches aussi sont importantes dans le Une domaine. pollution environnementale, un produit, un gaz, un On ne match, peut je sais pas pas quoi, l'éliminer. peut éventuellement avoir une conséquence. On Enfin, ne peut ce pas genre l'éliminer d'effet-là. Actuellement, on ne D'accord. peut pas l'éliminer. Pour l'instant, on cherche. Mais la guerre entre psychanalystes et médecins, tout ça, c'est fini ou il y a encore des blocages Il y a encore des blocages. Vous le direz pas, mais il y en a encore. Ça. Il y a d'énormes. Le problème, c'est que les médecins, quand vous allez les voir, ils vous disent pas qu'ils font de la psychanalyse. Et vous pouvez pas le savoir, forcément. Donc ils cherchent quelque chose qui est un peu toujours la même chose, qui est plutôt chez vous, Oui, etc. chez quelque part, chez les parents, Ah. oui, forcément. Et ça c'est quand même un gros problème, et un gros problème qui existe aujourd'hui. Et qui continue. Et qui continue, oui, qui continue. Bon, vous, une fois que le diagnostic est posé, vous dites tout à l'heure, bon, bah, on m'a dit, OK, c'est ça, au revoir madame, débrouillez-vous toute seule. Qu'est-ce qui se passe? Alors vous dites, vous mettez à chercher sur Internet Ouais, aussi, c'est etc., une Internet. solution? Une solution. Une fois que vous avez un diagnostic, eh ben, vous pouvez aller vers des associations. Vous pouvez aussi vous renseigner pour voir ce qui est le plus adapté. Et c'est là qu'en fait, vous commencez à avoir la bonne information. Parce que les professionnels ne vous la donnent pas. Vous vous formez aux techniques éducatives ABA, c'est ça? Oui. Ça consiste en quoi ça? C'est l'analyse appliquée du comportement. ABA. C'est de la psychologie comportementale, en fait. Ouais. Et on va utiliser les techniques de la science du comportement à la résolution de problèmes de l'être humain. Ça peut aller là des troubles du développement, mais ça peut aller à tout type de pathologie que les personnes peuvent rencontrer, en fait. Il y a des critiques qui sont faites sur ces méthodes-là, où on dit que c'est un peu assimilé à du dressage. Parce Il que faut venir voir ça un fonctionne centre sur la récompense, c'est ça? Ça fonctionne sur la motivation de l'enfant, ça Ouais. fonctionne sur les encouragements, ça fonctionne sur un respect et puis une évaluation de tout ce qui est mis en place. Une évaluation permanente de tous les programmes, et ça fonctionne en essayant de continuer, de reprendre le développement qui a été interrompu en fait de l'enfant. Bon, mais ça donne des résultats. Bah oui, mon fils aujourd'hui il parle, il écrit, il lit, oui, Ce qu'il ça n'aurait donne jamais... des résultats, oui. Et pourtant j'ai commencé très tard. D'accord. Et vous avez vu l'évolution se faire très vite. Quand vous avez Disons commencé qu'à la 6 ans, il méthode, ne parlait pas. À 6 ans et demi, après 6 mois d'ABA bancal, parce que c'était que pas vous, encore parfait. que vous appreniez, que vous il improvisiez, il parlait Donc, déjà. oui, oui. C'est validé par la science, si je puis dire, ces méthodes-là, où il y a quand même un peu de critique sur ces approches comportementales là.
Non, il y a un travail très important justement qui a été fait par la Haute Autorité de Santé justement cette année, publié en mars 2012. Qui les a validés. Oui, qui valide en tout cas, si vous voulez, des méthodes. Enfin, alors il n'y a pas une méthode, il y a différentes méthodes éducatives, comportementales, développementales, qui sont répertoriées au niveau de la Haute Autorité de Santé. Et ce qui est très important à chaque fois, c'est de définir pour l'enfant ou l'adulte, à un moment donné, quels va être exactement les objectifs et donc quel est le dispositif à mettre en place. Parce qu'il y a plusieurs méthodes. Il y a Teach, je disais, il y a PECS, PECS. PECS, oui, ça c'est les aides au support visuel. Enfin, si vous voulez, toutes ces méthodes, l'idée c'est qu'à chaque fois, il y a deux grands objectifs. Il y a relancer la maturation des réseaux neuronaux qui sont le support vraiment justement de ces outils de communication. C'est la rééducation neurofonctionnelle. On sait qu'il y a une plasticité cérébrale, on sait qu'on peut avoir justement ce remodelage cérébral d'autant meilleur qu'on le fait tôt. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est très important d'avoir un diagnostic précoce. C'est-à-dire quoi? Refaire fonctionner tout ça, remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Les petites connexions que vous avez vues avec les illustrations, tout ça, elles se font, elles se défont. Et avec justement... Par de la gymnastique, en fait. Exactement, avec une... Alors, on doit toujours être dans un contexte de motivation, de réussite. Le jeu est aussi, quand il est bien ciblé sur ses fonctions, est une rééducation. Et ça, c'est très important. Et le deuxième objectif, c'est bien sûr les acquisitions de l'autonomie, des apprentissages scolaires. Et là aussi, il va falloir être très vigilant, évidemment, au dispositif d'accompagnement. Et le tout, à chaque fois, il faut aussi être très... C'est pour ça que c'est très important d'avoir une vision globale et individualisée. C'est qu'on va être très vigilant sur le développement de ce qu'on appelle l'estime de soi, l'épanouissement de la personne. Là encore, pour chaque individu, quel est au tenté le dispositif dont il va avoir besoin. Vous assistez beaucoup sur l'approche globale, effectivement. Tout à fait. Pluridisciplinaire, pour qu'effectivement on prenne l'enfant dans sa globalité. Valentin, vous n'avez pas bénéficié de ces... Non, malheureusement. Vous auriez aimé? Vous pensez que ça m'aurait beaucoup apporté. Ah oui. J'aurais pris conscience plus tôt de certaines choses. Je regarde mon frère, les progrès qu'il a fait, enfin l'évolution, pas les progrès, l'évolution qu'il a eu entre l'âge de 3 ans, son diagnostic, et l'âge de 9 ans. C'est monstrueux. Moi, ça m'impressionne. Lui en a bénéficié tout de suite. Oui, il est parti quand même, j'aime pas trop dire ça, mais il est parti quand même de très très bas. Quand il est rentré à l'école, par exemple, c'est dit dans le film, mais il était urgent de faire quelque chose. Voilà, il criait, il se mettait les mains autour des oreilles, après dans la cour, les stéréotypies, il tournait autour de l'arbre. Ça pouvait plus lui durer comme ça. On va dire que j'étais à la limite. Les stéréotypies, ce sont des mouvements, des gestes, des choses qu'on fait constamment. Voilà, comme les collalis, ou dire toujours ça, j'ai fait beaucoup ça au collège, les collalis, je répétais tout le temps les mêmes phrases, dans des contextes qui n'étaient pas les bons. Et là, vous dites votre frère, vous l'avez vu évoluer très vite. Oui, j'ai vu évoluer. Franchement, il évolue très très bien. Il est très bien pris en charge. Vous êtes fier de votre frère? Oui, vraiment. Bon. Marie-Lucille Calmette, alors vous, c'est encore une autre histoire. Oui. À la fois une autre histoire et à la fois elles se ressemblent toutes ces histoires. Vos enfants s'appellent Laure, Antoine, Virginie et Sophie. C'est Antoine qui est autiste, il a aujourd'hui 23 ans. Quel type d'autiste? Alors Antoine, c'est un peu particulier parce que son autisme est venu avec une épilepsie sévère. Il faut savoir que 25% des autistes sont épileptiques et que, évidemment, les perspectives d'évolution, de progrès ou de guérison sont vraiment très, très altérées avec l'épilepsie. Donc je n'ai pas eu de diagnostic d'autisme vraiment sur Antoine. L'épilepsie a été un peu l'arbre qui a caché la forêt. Malgré ça, nous avons eu droit à des séances de psychanalyse parfaitement stériles, coûteuses, ennuyeuses. La même chose? Non. Même genre? Je me souviens pas vraiment d'avoir été culpabilisée, mais je me souviens d'avoir perdu un temps fou. Vous dites ça en même temps que vous êtes fragilisé. Quand vous êtes dans ces séances, vous êtes en quête de quelque chose, en quête d'une réponse. Non, c'était plutôt une colère sourde qui commençait à monter. Moi, c'est la colère qui a été vraiment la source d'énergie avec laquelle on a bâti. Vous êtes rebellé contre ça? Oui, on a refusé ça. On a refusé aussi lors d'un entretien à la MDPH, parce qu'à l'adolescence, ça a été un festival de portes closes. Aucun établissement voulait accepter notre enfant. Et donc la MDPH nous a convoqués pour nous proposer... La L, c'est quoi? Maison départementale des personnes handicapées, qui était donc chargée d'étudier notre cas et de nous proposer des solutions. Et à l'époque, nous sommes allés les voir avec mon fils et mon mari et ils nous ont proposé, écoutez, il y a deux solutions. Ou bien il y a une place à l'hôpital psychiatrique de la région parisienne. Moi, je savais que c'était 750 € par jour à l'hôpital psychiatrique. Pas pris en charge? Ah si, l'hôpital psychiatrique, c'est vous qui prenez en charge, c'est la société. Et si c'était pas ça, c'était les mêmes 750 € mais par mois et pour le garder à la maison. Bon. Donc là, on s'est dit non, là, c'est pas possible. C'est absolument n'importe quoi. Et donc, je vous dis, la colère nous est montée, la moutarde nous est montée au nez. On s'est dit, bon, ben non, là, maintenant, c'est fini. On veut reprendre la main sur son avenir
on ne va pas les laisser faire. Et à partir de ce constat-là, je vous dis, on a décidé de créer une structure parce qu'on s'est rendu compte que l'accompagnement, moi j'ai pas eu le courage de madame de m'y mettre moi-même et j'ai voulu le confier à des professionnels. Et donc la solution, c'était de créer un établissement qui applique ces méthodes. Attendez, avant vous êtes allé en Belgique, si j'ai bien compris. Pas tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, la Belgique a été effectivement un peu une planche de salut pour pouvoir nous libérer un petit peu le quotidien et nous lancer dans l'aventure de la création de la Maison des Oiseaux. On va regarder un petit peu, si vous voulez bien, ce qui se passe. Vous le savez très bien, mais pour les téléspectateurs, parce que ça se fait encore beaucoup. Il y a encore beaucoup de gens qui, aujourd'hui, ne trouvant pas de solution en France, sont amenés à aller notamment en Belgique pour trouver ce genre d'établissement. Là, on a suivi une dame, elle a 2 enfants autistes, elle se définit elle-même comme exilée belge. On parle souvent des exilés fiscaux. Là, ça n'a rien à voir. C'est pour des raisons sanitaires qu'on va chercher ailleurs ce qu'on ne trouve pas encore en France en matière d'autisme. On regarde. Mina Djebari est la maman de 2 enfants autistes. Comme beaucoup de familles françaises, elle fait partie de ce que l'on appelle les exilés belges. Faute de place dans un établissement français, elle a déménagé dans le Nord pour scolariser ses 2 enfants en Belgique. Mahmoud, 9 ans, et Rania, 10 ans, sont accueillis ici depuis quelques mois. On a mis en place un petit système de photos pour essayer justement de communiquer parce que tout ce qui est verbal est assez compliqué au niveau de la compréhension pour lui. Donc on essaie de trouver des petits moyens par lesquels on peut leur apporter des choses, quoi, la communication, l'autonomie. Allez, ça paraît tout bête, mais simplement retirer son manteau et le mettre au porte-manteau, c'est très compliqué pour lui. Ici, les enfants ont accès à une pédagogie sur mesure. Avant d'arriver dans cette classe, Rania n'arrivait pas à communiquer. Elle est belle ? Elle sait écrire, elle sait faire du graphisme et tout ça. Donc sa maîtresse, elle a réussi à la faire écrire son prénom. Donc c'est un progrès pour moi et pour la maîtresse, pour Rania aussi. Au sein de l'école, ce lieu est spécialement conçu pour calmer les crises d'angoisse des enfants autistes. Les enseignants ont mis en pratique les études récentes sur la lumière menées par les scientifiques. La fluorescence, le noir, le blanc auraient une influence sur leur cerveau. Dans cette école gratuite, 130 enfants belges et français progressent ensemble à leur rythme. Il n'y a pas des classes spécialement rien qu'avec des enfants autistes. Justement, nous on trouve ça très riche parce que comme ça ils ont des contacts avec les autres enfants. Dans ces classes, 80% des enfants sont français. Mais toutes les familles n'ont pas les moyens de déménager pour bénéficier de cet enseignement belge dès 6 ans. À 6 ans, on évalue l'état de l'enfant et on dit, ben voilà, avec lui, on va faire ça ou ça. On change de méthode ou on continue la même si ça ne va pas. Donc, si on arrivait à mettre ça, à généraliser en France ce type de prise en charge, on regagnerait les 10, 20, 30 ans de retard qu'on a. Il est 16 h. Comme tous les enfants, Rania et Mahmoud sortent de l'école. Mais c'est un taxi qui les ramène chez eux. 1h30 de trajet chaque soir. De l'autre côté de la frontière, leur maman les retrouve. Montant de la facture, 2 500 € de transport par mois, financé par la sécurité sociale. Le prix du retard français. Voilà, 2 500 € de transport par mois financé par la sécurité sociale. On se dit qu'il y a quand même des aberrations dans le système. C'est ce que vous avez constaté, vous, oui. Et vous êtes dit, bon, bah, je vais le faire toute seule. Je vais faire, non mais c'est vrai, je vais faire mon centre toute seule, oui. Ma maison des oiseaux toute seule. On va créer sa solution et pour lui et pour 23 autres jeunes dans la même situation. Mais comment on en arrive à ça, à avoir l'idée de se dire, je vais faire un centre médical ? Ça a été notre réponse à nous. C'est vrai que j'ai un mari qui est très entreprenant et qui m'a beaucoup aidé, coaché. Il m'a dit, sans essayer d'aucun succès, vas-y, lance-toi. On a fait l'acquisition d'un terrain, on a imaginé ce projet, on a eu la chance aussi d'avoir des soutiens politiques importants. J'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allée chercher des sous un peu partout, à droite, à gauche, auprès de fondations. J'ai rencontré des mécènes. Je pense qu'on avait une bonne idée aussi.
Et voilà, on s'est jeté à la piscine et puis on est devenu quelque part professionnel. On a créé la Maison des Oiseaux en 2007. Je ne sais pas que c'est votre métier maintenant, mais en tout cas, c'est quoi? Ah oui, c'est un petit peu mon métier. Si c'est votre activité principale de faire ça. Oui. Cette Maison des Oiseaux est dans le Berry, c'est ça? Elle est à la Châtre, dans l'Indre, c'est mon département d'origine. Et nous avons trouvé un terrain qui était parfaitement adapté, qui est très, très agréable, où il y avait des bâtiments anciens, un parc, une histoire. Parce que moi, je voulais vraiment que cet établissement soit aussi proche possible que ce que ces enfants auraient pu connaître s'ils avaient été restés dans leur famille, que ce soit un lieu chaleureux, dans un cadre sécurisé, très adapté, mais aussi, voilà, très... Non. Le personnel? Alors Vous le l'avez trouvé où, le personnel, sur place, mais c'est formidable pour une petite ville comme la Châtre. Il y a un bassin d'emploi qui est pas, voilà. Vous l'avez créé? On a Vous l'avez formé? on a créé ces emplois et on les a formés. Ça, c'était aussi effectivement l'idée forte du projet, c'est-à-dire que on a injecté ces méthodes comportementalistes. Alors nous, on a choisi, on parle beaucoup de la BA en ce moment. Pour les personnes adultes, je considère que le Teach, dont on parle un petit peu moins, mais qu'il ne faut pas oublier parce que c'était quand même la méthode précurseur, le Teach et le PEX, qu'on évoquait tout à l'heure, le système, système de communication par échange d'images. Oui. C'est très adapté, effectivement, très pertinent. Vous utilisez ces trois méthodes-là? On utilise le Teach et le PEX. D'accord. Et comme ça, effectivement, on nous a adressé des enfants qui, certains étaient cloîtrés chez eux toute la journée, d'autres venaient d'hôpitaux psychiatriques, d'autres d'IME où il s'était absolument rien passé, où ils avaient fait des ateliers pataugeoires aussi avant. IME, c'est des instituts médico-éducatifs, quelque chose comme ça? Instituts médico-éducatifs. D'accord. Et là, donc vous avez, je crois que c'est pour les enfants déjà d'un certain âge. Oui, ce sont des adultes, des jeunes adultes. En fait, vous l'avez fait, si je puis dire, pour votre fils. Et vous en avez fait bénéficier d'autres. C'est un peu ça l'idée. Oui, oui. Hein, et il va grandir là. Ils ont fondé leur famille, ils sont dans des petites unités de vie, dans un groupe de dimension familiale, et ils sont ensemble, et ça fait 5 ans maintenant, on a fêté les 5 ans au mois de juin. Et je pense, à voir leur sourire, je pense qu'ils sont heureux, parce que ils sont heureux, ils évoluent. Oui, ils ont évolué, ils ont progressé, parce que la vie a pris un sens pour eux, leur quotidien a pris un sens. Le Teach est une méthode qui aide à structurer le temps, et structurer les activités, structurer l'espace. Et donc, on a réduit les troubles de comportement, ou en tout cas, on en a encore, mais on sait y répondre. Le personnel est un grand gagnant dans ces aventures-là parce qu'ils ont un cadre, ce qui est très sécurisant. Ils ont des méthodes, on a des objectifs, on a des progrès. Il y a toujours une réponse adaptée aux troubles du comportement. Et donc, on voit effectivement ce qu'on fait, on voit les enfants évoluer au jour le jour quasiment. Bien sûr. C'est réconfortant de voir ces résultats-là. Moi, je voulais un endroit où les parents puissent nous confier leur enfant et franchir la grille sans ce sentiment de culpabilité, voire de honte qu'ont eu des mamans à laisser leur enfant en Belgique ou dans les hôpitaux psychiatriques. Moi, et avec la finalité de quoi? De pouvoir reprendre son enfant plus tard, ou est-ce qu'ils sont destinés à vivre et à grandir? Non, je pense que là, on accueille des enfants qui ont un autisme assez important. C'est vrai qu'en revanche, on a des objectifs. Certains ont beaucoup progressé, ils peuvent prétendre à acquérir une forme d'emploi. Il y en a nos jeunes commencent à, ci et là, aller s'insérer dans un milieu professionnel. Donc pour cela, effectivement, on peut envisager un autre avenir. On a quand même des enfants qui auront toujours besoin de cet accompagnement dédié. Donc certains vont vieillir là. C'est ça par rapport à l'interrogation, je crois qu'Karina, vous inquiétez beaucoup de ça, de savoir ce qui va se passer plus tard. Et c'est une interrogation de parents, j'imagine, de se dire ici, quand on sera plus là, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce que je ferai de mon enfant? C'est une interrogation de tous les parents d'enfants autistes et enfants avec handicap en France. Ces structures devront évoluer pour pouvoir maintenant répondre à cette demande de jeunes qui auront été effectivement mieux accompagnés, qui auront plus de perspectives d'avenir. Ça devient forcément des vies transformées. Avoir un enfant autiste, ça fait que la vie, tout d'un coup, prend un autre chemin. Oui, forcément. Vous êtes obligé de pallier à beaucoup de choses, donc vous vous adaptez. Alors, soit vous vous en sortez si vous avez les moyens financiers, si vous avez aussi les moyens, enfin, les études pour pouvoir changer de profession du jour au lendemain. Donc oui, ça change la vie. Mais la vie, elle est très agréable une fois que l'enfant est bien pris en charge. Là, franchement, nous, c'est merveilleux, mais il faut qu'il soit pris en charge. Parce que sinon, non, c'est le cauchemar. Vincent Guérard, votre fille Chloé a 16 ans. 16 ans. C'est un autisme assez profond? On veut dire modéré. Modéré. D'accord. Donc, vous êtes passé par les mêmes étapes? Oui, les histoires sont les mêmes. Je me reconnais tout à fait dans les histoires de Karina et de Marie-Lucie. Les débuts sont pareils.
Moi, j'ai eu simplement la chance que le diagnostic soit posé un tout petit peu plus tôt, vers l'âge de 3 ans, mais on a eu les mêmes réponses. Après, on s'est débrouillé tout seul. Ou les mêmes non-réponses. Ou les mêmes réponses, et après, il faut se débrouiller un peu tout seul. Malheureusement, ce que ça traduit, en fait, c'est que la réponse institutionnelle, elle n'existe pas. Au jour d'aujourd'hui, et Madame Monchamp sait de quoi je vais parler, Madame Carlotti aussi, il y a en France 23 établissements pour enfants, qu'on appelle des établissements expérimentaux, où on expérimente les fameuses méthodes dont vous parliez, Teach, ABA, etc. En France, aujourd'hui, on est en période d'expérimentation et la période se termine, je crois, dans 1 an et demi. C'est ça, oui. Sur toute la France. Sur toute la France, 23 établissements. Donc, ça représente combien? Allez, on va dire 500 enfants à peu près. Oui, c'est ça. Mais sur les méthodes. Voilà, à peu près. Il en faudrait si vous voulez, chaque année, vous donnez le chiffre de 6 000. 100 000. Non, mais vous disiez que chaque année, il y a 6 000 enfants qui naissent potentiellement avec de l'autisme, dont beaucoup vont avoir besoin d'accompagnement. Donc, vous voyez, on est loin du compte. Et quand je vous dis que la réponse institutionnelle n'est pas bonne, ces 23 établissements, on va dire que ça marche. On sait depuis 30 ans que ça marche à l'étranger, mais nous, on a malheureusement, enfin, heureusement et malheureusement, attendu quand même pas mal de temps pour en avoir 23. Ce qui veut dire que tous les autres établissements, parce qu'il en existe plein d'autres, vous parliez tout à l'heure d'un institut médico-éducatif, donc tous les établissements médico-sociaux, les IME, instituts médico-sociaux, les CESAD, services d'éducation spécialisés, je vous en passe parce que la nomenclature est impressionnante, tous ces établissements aujourd'hui, pour faire un raccourci, sont dirigés par des gens qui ont une approche, dans la grande majorité des cas, psychanalytique. Or, depuis cette année, je pense que 2012, grâce notamment à la grande cause, ça a permis de prendre conscience de ça, et grâce aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, il faudra que dans ces milliers d'établissements, on utilise enfin les bonnes stratégies pour que les parents n'aient plus à fabriquer eux-mêmes leur propre prise en charge. Et maintenant, puisqu'on en est à 23 seulement centres, 500 enfants éventuellement concernés, ce qui est bien en deçà. Vous êtes optimiste sur la révolution culturelle du monde médical, où vous dites, oh là là, c'est pas gagné encore, il va falloir en changer des habitudes? Quand vous entendez les propos qui ont été tenus ici, c'est un plateau très moderne par rapport à l'autisme en France aujourd'hui. Quand vous entendez les propos du professeur Bonnet-Brio, on est dans ce qu'il faut faire, on est dans la réalité de l'autisme, dans les connaissances de l'autisme d'aujourd'hui. Et donc, on ne comprend pas que des parents nous appellent tous les jours dans les associations pour nous dire « je me retrouve devant un psychiatre », mais 80% des psychiatres en France ont fait une psychanalyse. Et donc, ils ont les réponses dont vous avez entendu parler. Donc, les parents aujourd'hui qui ont un diagnostic, quand ils ont la chance d'en avoir un... C'est toujours le même mur. Et voilà. Ça continue. Ah, ça continue. Et tout malgré tout ce qu'on sait. Tout l'enjeu du politique, et malgré la Haute Autorité de Santé, et Madame Carlotti va s'engouffrer dans cette voie, c'est de continuer cette révolution-là pour faire en sorte que les professionnels, que d'abord les médecins fassent de la médecine et ne fassent pas de la psychanalyse. Là, je parle de l'autisme, j'ai le plus grand respect pour la psychanalyse, mais pas pour les personnes autistes. Donc il faudra continuer cette révolution dans tous les cette approche et ces méthodes dont vous parlez, parce que je sais pas, est-ce qu'elles sont contestables? Est-ce qu'il y a encore un petit doute? Ou est-ce que vraiment là-dessus, on est sûr, c'est la bonne méthode, ce sont les bonnes méthodes, c'est la bonne approche, ou il y a... Si vous voulez, la Haute Autorité de Santé s'est prononcée en mars 2012. Qu'est-ce qu'elle a fait? La Haute Autorité de Santé se base sur des preuves scientifiques. On lui a apporté des études. La Haute Autorité de Santé a examiné 30 études, évidemment faites à l'étranger, puisqu'en France, ça n'existe pas. 30 études où on a montré que toutes ces méthodes, ces stratégies marchent. Preuves scientifiques à l'appui, ça marche. Et il y a des résultats dans le développement des enfants. Des bons résultats, les enfants avancent, apprennent, parlent, etc. Il y a eu une étude qui leur a été présentée sur la psychanalyse qui ne montrait rien. Ça fait 30 ans qu'on n'a aucune preuve. L'étude consistait à montrer qu'il n'avait eu aucun résultat spécifique. Écoutez, dans le film c'est dit, et nous on a tous cette expérience-là. Bon. La psychanalyse, si vous me montrez demain, si vous me démontrez, promis, demain, que la psychanalyse, ça marche avec un enfant autiste qui va parler, qui va avoir des acquisitions, qui va avoir des apprentissages, j'adhère tout de suite. Je ne pense pas que ça se je précise par rapport à votre histoire, pour être tout à fait complet, c'est beaucoup dire, enfin que vous avez aussi créé une association, que vous êtes occupé de Chloé et de Benoît, je crois 2 enfants pour... C'est les deux qui ont été à l'origine de l'association. Parce qu'il y a aussi la prise en charge, on en parlait tout à l'heure, il a fallu les prendre en charge. Quand on veut des assistants éducatifs, ça coûte des sous. Ça coûte 24 000 € par an. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, pour 24 000 € par an, vous proposez une prise en charge intensive et précoce, comme le recommande la Haute Autorité de Santé. Sauf que les 24 000 €, c'est soit la charge de la famille, parce qu'il n'y a pas sauf dans les établissements expérimentaux, mais ça n'existe pas, donc c'est à la famille de financer, ou à une association qui trouve des fonds. Et on fait quoi? On fait appel à la générosité publique, on va frapper au corps. C'est ça. On trouve des mécènes, des sponsors, etc. Ouais. C'est encore ça. Il n'y a pas d'aide publique. Dans le cadre des établissements expérimentaux, oui.
hein, sauf dans certains établissements comme chez vous. Oui, c'est ça. Enfin, juste pour tempérer aussi. Enfin, pour aussi, il n'y a pas que 23 endroits en France, si vous voulez, où il y a cette approche. Là encore, je pense qu'il ne faut pas parler. Enfin, les méthodes, c'est vraiment, ce sont des outils. Mais les objectifs, comme je disais tout à l'heure, la rééducation neurofonctionnelle pour le développer, les habiletés de communication, la question des acquisitions, des apprentissages, la prise en charge globale, il n'y a pas que 23 centres en France qui le font, mais ça reste extrêmement hétérogène. Non, mais la prise en charge sur le long terme. Au niveau du territoire. Oui, mais justement, je vous dis ça, il y a aussi ça dans le champ public. Dans le champ sanitaire public et heureusement justement, mais parce que ça fait partie de nos missions. Je considère que c'est profondément nos missions. L'hôpital de jour de Tours est un bon exemple. Mais voilà, c'est l'un des rares hôpitaux de jour qui fonctionne bien en France. Vous êtes au bon endroit. Mais il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas ça, si j'ai bien compris. Il y a une hétérogénéité vous défendez votre hôpital, vous avez raison, mais visiblement, il y a encore des soucis. C'est pas l'hôpital, c'est la notion justement de l'approche globale et des approches. Je pense qu'on est tout à fait d'accord, vous voyez, sur les objectifs. Les politiques, là, Marianne Monchamp et Marie-Arlette Carlotti, vous avez été et vous êtes en charge de ces questions-là. On est quand même sidéré quand on écoute ça, qu'on entend à chaque fois la même histoire avec ses variantes et cette espèce de dénuement des parents, de solitude, de révolte et de prise en charge par soi-même des moyens qui peuvent amener à une prise en charge et à un traitement de son enfant. Que faites-vous? Le politique, vous savez, il entend que la science avance. Mais en même temps, il entend que la société freine. Et oui, parce que quand un chercheur, je vais vous expliquer, quand un chercheur vous explique, vous êtes politique, vient vous voir dans votre bureau et vous dit ça y est, on va vous expliquer ce que c'est que l'autisme. Et il vous montre que les synapses, enfin tout ce qui permet les transmissions, madame le professeur, eh bien dysfonctionne parce qu'au moment de la genèse de ces outils de transmission dans le cerveau, quelque chose s'est passé qui fait que les connexions ne sont pas les mêmes chez tout le monde. Ce jour-là, vous êtes saisi par une conviction. Et du coup, vous en déduisez tout seul que la psychanalyse, en effet, c'est, pardonnez-moi, mais un cataplasme sur une jambe de bois. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Pourquoi il faut autant de temps après pour réagir? Je comprends rien. Tout simplement parce que, comme le disait Vincent Guérard, 80% des psychiatres ont une formation psychanalytique. On ne va pas le leur reprocher. Mais quelque part dans leur réponse, ils ont cette réponse spontanée. On a bien compris que ça a mis beaucoup de temps à faire son chemin. Mais des questions triviales, pratiques. Là, j'entends 23 centres, 500 enfants, il en faudrait je ne sais pas combien. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on tarde? Attendez, je vous explique. Attendez, le plan autisme, les plans autisme, et Marie-Arlette Carlotti nous parlera du prochain, mais se sont préoccupés de plusieurs choses. D'abord, de créer des places. Vous savez, la création de places. Sauf que si vous ne créez pas de bonnes places, c'est-à-dire si vous créez des places dans des IME ou dans des structures qui sont inappropriées, vous vous donnez la satisfaction de dire sur votre bilan, je suis très content. On parle de places qui ne sont pas là du tout. Donc ce n'est pas des bonnes ou des pas bonnes, il n'y en a pas. On ne peut pas dire cela. On a créé progressivement des places qui permettaient à des parents de trouver des solutions pour que leur enfant soit accueilli, parfois dans des établissements qui étaient adaptés et dans lesquels j'en ai visité beaucoup. Les enfants n'étaient pas malheureux et en tout cas on le voyait par, je dirais, la diminution de leurs troubles. En revanche, ce que nous avons découvert, vous êtes en train de nous expliquer qu'il y avait des centres où au moins ils ne régressaient pas. Oui, on n'appliquait pas les techniques en question, mais ils ne régressaient pas. C'est ça que vous dites. Des établissements assez protecteurs où on sentait que les choses allaient plus. Et les méthodes en question ont été promues par un certain nombre d'ailleurs de personnalités parfois emblématiques qui ont pu dire haut et fort, attention, ces méthodes existent. Qu'a fait le politique? Le politique s'est dit, il faut vérifier non seulement que ces méthodes sont efficaces, mais en plus qu'on les utilise dans des conditions qui sont des conditions sécurisées. Parce que vous savez, le monde est prompt à utiliser des solutions pour faire parfois un peu de charlatanisme. La responsabilité du politique, c'est de vérifier qu'en même temps que la solution... J'entends, madame, j'entends tout le discours, j'entends qu'il est très complet, mais je me dis, ça a peut-être manqué un petit peu de pragmatisme, tout ça. Qu'est-ce que vous dites, vous? Quand vous êtes là maintenant, c'est vous qui êtes en charge, c'est vous qui allez devoir nous pondre, si je puis dire, un fameux plan autisme numéro 3. Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Ce que je veux, moi, c'est le porter. On l'attendait pour novembre, hein. Maintenant, il sera peut-être janvier ou février. Non, je veux le porter et je veux le faire réaliser. J'étais ministre en juin,
En juillet, j'ai rassemblé le Comité national de l'autisme et j'ai dit que j'allais faire le 3e plan autisme qui avait d'ailleurs été annoncé précédemment. Sauf que je ne veux pas le faire n'importe comment. Je veux vraiment faire un constat et un état des lieux, ce qu'on est en train de faire sur les plans précédents, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Il faut leur demander, ils ont l'air de savoir à peu près ce qui va pas. Croyez-moi, on leur a demandé, on est en train de travailler avec eux. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dedans? Exemple. On va voir les précisions, mais moi je vais vous dire les pistes pour l'instant. Exemple, effectivement, dans le plan précédent, il y avait 23 lieux expérimentaux sur des méthodes modernes qui finalement fonctionnent bien, qui ont été reconnues. On veut certainement développer ces expériences et en faire... Vous attendrez janvier, s'il vous plaît? Non, je sais pas, dans votre idée, vous dites il faut mettre le paquet, il y aura de l'argent, on va développer ça. L'argent, le plan autisme coûtera de l'argent, comme il a coûté précédemment. Donc ça, on est en train de le monter, votre plan autisme. Il sera présenté en janvier au comité interministériel que fera Jean-Marc Ayrault sur le handicap. Et Jean-Marc Ayrault demandera à ses ministres de s'engager pour aller plus avant sur le plan autisme. Ce que je veux faire, c'est accompagner finalement la vie de la personne. On parlait des tout petits. Je veux généraliser effectivement la prévention, la détection précoce à 3 ans. Qu'on puisse faire un diagnostic beaucoup plus tôt. Mais bien entendu, vous avez raison, tout à l'heure en ouverture, vous disiez c'était 6 ans en moyenne en France. Sauf qu'il faut maintenant, et on est en train d'y travailler, que ce soit sur l'ensemble du territoire national, qu'on fasse travailler les PMI, la protection maternelle et infantile, de l'ensemble des territoires. Il faut, et ça a été dit tout à l'heure, et c'est très compliqué, mais il faut vraiment avoir la volonté de le faire, former les médecins. Former les médecins. Tous les professionnels, que ce soit les médecins généralistes, les pédiatres, former, mais oui, mais ça doit faire partie, regardez, dans le cursus universitaire, actuellement, je crois que c'est 1 heure ou 2 consacrée à l'autisme. Donc il faut la formation de médecin, je crois, on pourrait peut-être ajouter une demi-heure, 1 heure, 3 heures. En tout cas, on peut avoir une formation particulière sur cette question. Vous parlez, on va vous écouter. Vous parlez du diagnostic. Ça serait bien, on va regarder un petit reportage quand même pour voir comment justement ça se passe. On est là avec Nadia Chaban, docteur Nadia Chaban. Je crois que c'est une spécialiste de ces questions-là. Oui, une collègue. Du diagnostic, une de vos collègues. Et on va voir comment ça se passe avec la maman d'Alexandre qui a 3 ans. Et elle va faire, alors vous me direz ce que c'est, j'ai compris que c'était un diagnostic, on regarde. Ce matin-là, Alexandre, 3 ans et demi, et Angéline, sa maman, se rendent à l'hôpital Robert Debré, dans le 19e arrondissement de Paris. Ils ont rendez-vous avec la pédopsychiatre Nadia Chaban. On y va. Il y a tout juste 9 mois, Alexandre a été diagnostiqué autiste par l'équipe médicale. Depuis, il est suivi régulièrement par la pédopsychiatre. Bon, je voulais reprendre un petit peu avec vous, au bout de ces quelques mois, et savoir, comment vous trouvez Alexandre. Ce sont les parents d'Alexandre qui ont détecté très tôt des comportements inquiétants chez leur enfant. Les signes, justement, c'est qu'Alexandre, il était un enfant assez passif. Donc, il était toujours dans son coin. Il ne faisait pas de demandes. Donc, c'est nous qui allons tout le temps vers lui, mais il ne vient jamais vers nous. Alertée par ces signes, Angéline emmène son fils, alors âgé de 2 ans et demi, à une première consultation. Les doutes de la maman sont vite confirmés par l'équipe médicale. La première fois où j'ai rencontré Alexandre, je dirais que ce qui m'a frappée, c'est vraiment ce trouble du contact oculaire. C'est un enfant avec qui je n'arrivais pas à croiser le regard. Quand je le croisais, c'était furtif, hop, ça disparaissait. Je n'arrivais pas à fixer son attention, j'essayais d'interagir, mais il ne répondait pas à mes interactions. Mais comment être sûr que ces troubles sont bien liés à l'autisme et non à un simple retard de développement? Depuis 1 an, Nadia Chaban, aidée d'une équipe de psychologues, d'orthophonistes et de psychomotriciens, a mis au point un programme de diagnostic précoce destiné aux enfants de moins de 2 ans. 4 séries de tests permettent d'évaluer la psychomotricité, le comportement et la communication des tout-petits. Laurence Letellier, psychologue, est chargée d'évaluer le niveau de développement de l'enfant. À moi la balle, tu me la lances? Jean-Gustave, à moi? Dans l'interaction, quand j'essaye de l'appeler déjà par son prénom, il ne répond pas à son prénom. Il est plus intéressé par le fait de jeter le ballon, qu'il ne cherche pas du tout à faire d'échanges avec moi. Le contact oculaire aussi, voilà, qu'il n'est pas du tout, il ne cherche pas à établir le contact. Je suis obligée d'avoir le ballon proche de mon visage pour qu'il puisse faire cet échange avec moi. Autre exercice, construire une tour de cube en imitant la psychologue. Regarde.
Là, ce qui est très notoire, c'est notamment l'incapacité totale d'imitation, qu'on retrouvait par ailleurs chez cet enfant-là. On voit bien aussi qu'il a établi aucun mode de communication pour demander quoi que ce soit. D'autres enfants qui auraient des problèmes de langage, par exemple, très isolés, auraient du pointage, auraient mis en place une demande aussi plus fonctionnelle, en tendant la main, par exemple. À chaque étape, orthophonistes, psychologues et pédopsychiatres travaillent main dans la main. Ce que fera Florence, c'est qu'elle aura un œil sur toutes les stratégies de communication. Laurence aura un regard très particulier sur sa capacité à réaliser des tâches particulières que devrait pouvoir faire un enfant du même âge. J'aurai, moi, un regard très clinique. Et pour définir globalement cet enfant, il faut tous nos regards réunis pour que l'on parle de cet enfant dans sa globalité. Une fois le diagnostic posé, il est indispensable d'agir au plus vite. Grâce à une méthode totalement adaptée aux enfants autistes, Alexandre et ses camarades apprennent à communiquer et à vivre ensemble. Oui, la pâte à modeler, Jean-Gustave, super. Ils s'entraînent 2 fois par semaine avec les professionnels de l'hôpital et au quotidien avec leurs parents. Le diagnostic précoce, il est fondamental. Pourquoi? Parce que l'on intervient à un stade du développement où, je dirais, tout est encore possible. Le cerveau est particulièrement malléable à ce stade-là. On parle de notion de plasticité cérébrale, c'est-à-dire que les anomalies fonctionnelles qui peuvent exister, eh bien, on peut essayer de les compenser en stimulant ces enfants. On fait tape, petite main. On y va. Tape, tape. En quelques mois, les progrès sont étonnants. Ces enfants, lorsque nous les avons rencontrés, ils avaient à peu près 18-20 mois, ils étaient incapables d'accepter la présence d'autrui, ils se manifestaient par des cris, par des pleurs, par des colères, ils se faisaient du mal. Maintenant, ils sont capables d'être ensemble, de prendre du plaisir ensemble, d'échanger avec l'adulte et d'utiliser un outil de communication pour se faire comprendre. Alexandre et sa maman arrivent désormais à partager des moments tendres ensemble. Depuis que ce programme existe, une trentaine d'enfants autistes ont pu être diagnostiqués et pris en charge par l'équipe de Nadia Chaban. Professeur, c'est magique, c'est beau, les enfants sont beaux, il se passe des choses, des centres comme ça. Il y en a beaucoup en France? Il y en a en tout cas, ça c'est sûr. Combien? Je ne peux pas vous dire en termes de chiffres, je pense que c'est... 5 ou 6, c'est pas ça? Non, alors ce dispositif-là, qui est un dispositif bien particulier d'accompagnement au diagnostic, ça c'était des mesures justement, et donc il y en a 6 en France, donc on en a un à Tours, mais il y a d'autres... 6 en France? Oui, mais il y a d'autres endroits où on fait aussi du diagnostic. Comme ça, et voilà. La recherche, parce que parlons un petit peu d'argent, de concret quand même. Je disais quelque part que la recherche sur le sida, qui est très bien, c'est 53 millions par an, la recherche sur l'autisme, c'est 2,5 millions par an. Ça va? Non, ça va pas. Ça va pas. Je peux vous le dire d'autant plus justement que je suis responsable d'une équipe INSERM qui s'appelle justement Autisme et qu'on passe notre temps évidemment à aller chercher de l'argent aussi ailleurs parce que la dotation annuelle elle va être de 30 000 € par exemple au niveau de l'INSERM et qu'il faut chercher de l'argent pour faire de la recherche parce que c'est de la recherche qui coûte cher en plus quand on veut faire de la recherche notamment en imagerie médicale et en génétique. Pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau et comment on pourrait éventuellement guérir ça. Oui, anticiper son handicap. La recherche, elle va ouvrir justement les perspectives thérapeutiques. C'est le but. Dans la médecine, on fait de la recherche pour arriver ensuite à guérir. Et on peut très bien imaginer que dans un futur relativement proche, on puisse avoir en tout cas une détection très très précoce, même avec des petites explorations justement neurophysiologiques, qui nous permettraient d'intervenir avec ces rééducations fonctionnelles avant que l'autisme ne s'installe vraiment. La fenêtre de 12 mois semble vraiment se dessiner maintenant avec les études et donc on pourrait mettre en place justement ces rééducations de la communication avant que la plasticité, avant que les réseaux ne s'installent et puis peut-être faire même de la prévention si vous voulez de l'installation. Donc vous avez un discours relativement optimiste. Qu'est-ce qu'on fait? Je reviens vers vous madame le secrétaire d'État. Non mais sur la recherche, sur l'école, parce que depuis la loi de 2005, si j'ai bien compris ce que m'a dit Vincent, il est prévu que tous les enfants autistes, handicapés d'ailleurs, aient accès à l'école. Bon, qu'est-ce qu'on fait sur tout ça? Parce que j'ai cru comprendre que ce n'était pas vraiment le cas. Alors, la recherche, j'aurais presque dû commencer par ça. Ça sera un élément fort du plan. On va favoriser la recherche. Avec des moyens conséquents. On va faire des propositions et on les chiffrera. Vous comprenez bien qu'en ce moment, on chiffre tout. Oui. Deuxièmement, les personnes adultes.
On a une vraie difficulté dans ce pays d'accueil, d'hébergement, d'accompagnement des autistes adultes, même si les autistes enfants, il y a encore plein de choses à faire. Et troisièmement, l'école. Ça, c'est vraiment très important. On est en train de travailler sur le métier d'accompagnant, qu'il devienne un métier qualifié, avec une évolution de carrière et avec des spécificités, parce que c'est pour toutes les formes de handicap, et des spécificités pour les autistes. Ça, c'est un groupe de travail qui se fait en ce moment dans le cadre de la refondation de l'école. C'est porté par l'Éducation nationale, hein, et ça sera conclu en mars, et j'espère beaucoup là-dessus. On ne peut pas donner des emplois précaires à des gens qui s'occupent de handicapés. On dirait qu'on ajoute au handicap la précarité. C'est vraiment insultant. Donc on travaillera là-dessus parce qu'il faut appliquer la loi de 2005. Bon. L'école ordinaire fait faire des progrès souvent aux jeunes. C'est pas pour vous embêter, Madame Carlotti, mais je disais par rapport à cette loi qui fait obligation d'accueillir les handicapés, les autistes dans les écoles, seulement 80% des autistes ne sont pas scolarisés. Donc le chemin est énorme. Même si l'Éducation nationale a fait, il faut le dire, sans doute des efforts conséquents. Certains enseignants ont vraiment pris le sujet à bras-le-corps, se sont intéressés au sujet, se sont même parfois cultivés eux-mêmes sur la question, avec une marche énorme à franchir. Mais je veux quand même rendre hommage à ces enseignants parce que c'est compliqué, que c'est déstabilisant et qu'il faut beaucoup de médiation. Et que dans une école, l'arrivée d'un enfant autiste lourd, ça doit être très très compliqué à gérer pour un prof. C'est les passions d'académie qui bloquent déjà. J'ai l'impression que l'autisme, c'est ça dans tous les domaines. Chacun se débrouille à titre personnel, avec des bonnes intentions, avec des bonnes ministres. Il faut que ça devienne une affaire politique, collective, c'est une affaire de société. Une grande cause nationale. Une grande cause nationale, mais sur la durée. Sur la durée. Donc on sera à l'écoute et on sera attentive à votre plan Autisme 3 qui sera donc connu début de l'année prochaine, après un comité interministériel présidé par M. Hérault. Juste un mot, puisqu'on arrive au terme de l'émission, juste un mot, vous les parents déjà, je sais pas, qu'est-ce qui vous a manqué le plus ou qu'est-ce qui est le plus important et le plus urgent à réaliser dans ce plan ? Qu'est-ce qui commence? Allez-y. Non, mais je sais pas. C'est trop vaste. Non, c'est énorme. C'est David contre Goliath. C'est des parents tout seuls contre un système et comprendre que le salut aujourd'hui, il est en dehors du système. Le plan, c'est merveilleux, on l'attend. Tous les parents l'attendent, mais ils l'attendent avec une énorme colère. Parce que s'il est en deçà de ce qu'on attend, je crois que vous allez faire énormément de personnes déçues et que le massacre de nos enfants va continuer. Le massacre? Oui, c'est le massacre. C'est un massacre d'enfants, d'adultes qui continue et qui est financé par la sécurité sociale, par l'État, par tout le système. C'est ce sentiment qu'on a aujourd'hui. Vous souriez, mais vous êtes en colère. Non, je suis outrée, je suis indignée. Ah ouais. Moi, ce que j'espère, c'est que les mois difficiles qui nous attendent, on voit bien cette politique de réduction des moyens, ça serait absolument catastrophique que ce soit nos enfants autistes qui en fassent les frais. Ça serait à la fois catastrophique et surtout idiot parce qu'effectivement, on voit que l'impact sociétal est très important. Il est temps qu'on investisse sur l'autisme et qu'on ne soit pas assujet au problème de budget. Un tout petit mot, je pense qu'on est en année grande cause en 2012, il faut effectivement espérer que 2013 on ne tombe pas au fond du trou. Le point positif cette année, c'est que je pense que le politique commence à réinvestir le champ de l'autisme. Madame Monchamp a montré la voie, je ne doute pas, Madame, que vous le ferez aussi. Il y a eu pour la première fois cette année la création d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, 100 députés de tous bords, coprésidé par un UMP, M. Daniel Fasquelle, et par un PS, Gwendal Rouillard, se sont mis au travail pour faire avancer les choses. Donc je pense que ça, c'est un élément très important. Il faut que le politique se penche beaucoup plus sur la question. Par rapport à un problème qui touche énormément de gens, 600 000 autistes en France, 6 000 naissances par an. Il n'y a jamais eu de recensement. 600 000, c'est un chiffre qu'on entend depuis une dizaine d'années. Mais une naissance sur 150, ce qui est quand même considérable. Valentin, je ne sais pas si tout ça vous a intéressé. Je pense qu'on a de belles portes ouvertes pour l'avenir. Et je laisse les professionnels faire leur travail, parce que moi, je suis juste, entre guillemets, un patient ou... Je suis un peu en retrait du débat, mais je trouve ça très très intéressant. Bon, et un violoniste aussi. C'est quoi la carrière future de Valentin? C'est quoi? Bien, je l'ignore. Ça, c'est sûr qu'il faut la créer. Et celle que vous imagineriez, vous pouvez l'imaginer ou faites des rêves un peu ou pas? Oh, ça m'arrive, mais j'évite de fantasmer, puisque dans le passé, ça m'est arrivé. J'étais très déçu. Et quand on fantasme, on place la barre ici. Et lorsque le résultat est ici, on chute. Et c'est assez dangereux, donc j'essaie d'être réaliste. Et évidemment, mon rêve, ce serait de faire énormément de voyages, de jouer de la musique partout, de découvrir de nouvelles villes, de nouvelles cultures. Donc,
Bah, c'est ce qu'on vous souhaite. Je ne crois pas que ce soit complètement En revanche, j'ai un inaccessible. petit bémol. J'aurais bien terminé la soirée de manière plutôt réaliste, juste pour dire que la différence aujourd'hui, quoi qu'on fasse dans le milieu politique ou dans n'importe quel milieu, elle sera toujours en retrait. On ne pourra jamais être accepté tant qu'on est différent. La société n'acceptera jamais la différence, je pense. Vous pensez qu'au fil du temps, à pas finir il y aura par des prises de accepter conscience, différences, il y aura énormément de race, de religion, de handicap, etc. Non? On ne peut pas être un peu optimiste quand même ce soir et se dire que peut-être un jour? Non? Je ne pense pas. Vous ne pensez pas? En tout cas, bonne chance pour vos projets à vous. Bien, et merci beaucoup. j'espère suivre une carrière de violoniste international comme ça et qu'on vous suit dans les gazettes et qu'on se dise, oh là, ce Valentin, qu'est-ce qu'il joue bien. Voilà, merci à vous tous. Merci de nous avoir suivis pour ce débat. Cette soirée continue. Je voudrais remercier toutes les équipes qui m'ont aidé à la préparer, les équipes de Nathalie Darigrand et notamment Ophélie Raduro qui a préparé ce débat. Je vais vous montrer 2-3 livres quand même que je vous recommande. Il y a ce livre de Gerzande et Francis Perrin sur leur enfant, Louis, qui raconte ce que vous nous avez raconté sur cette démarche pas à pas avec un enfant autiste. C'est assez touchant. Il y a ce livre aussi, je suis obligé de me promener, mais sous votre direction à vous, l'autisme de l'enfance à l'âge adulte. Bon, et là, on a plein de réponses aux questions qu'on peut se poser. Et ce livre de Joseph Chauvanec, c'est un copain à vous. Alors lui, il est incroyable, il est autiste aussi. C'est Je suis à l'Est, on le voit dans le doc, bien sûr. Merci au journal Le Parisien, merci à Philippe Lallemand qui a réalisé cette émission. Et puis je vous donne rendez-vous pour une autre soirée continue sur France 2, en janvier prochain. Dès maintenant, les témoins du film répondent à vos questions sur le forum de France2.fr.